Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'est à Cannes. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. J'imagine que ça devait être quelque chose d'extraordinaire de voir en particulier la scène. J'imagine que vous avez tous vu le film, en particulier l'extraordinaire scène du sac de printemps dans la salle lumière de Cannes. Oui, eh ben, c'est vrai que d'abord c'est difficile de le revoir un peu entièrement derrière parce que c'est quand même la plus belle projection du monde, hein. Et puis émotionnellement, c'est tellement fort qu'il faut quand même bien 1 an et demi pour revoir le film. Je l'ai revu, hein, je rentre des fois, je reste au début d'une projo dans un festival, je regarde comment est l'image et le son. Je fais des expériences avec mon film pour le rencontrer de manière différente. Mais c'est vrai que Cannes, c'est un peu un tel contraste entre le fait que vous finissez un film. On est fragile, hein, de toute façon, en metteur en scène, on en parlait. On est fragile quand on sort un film. Mais quand vous le voyez la dernière fois à Paris pour régler les dernières, la colorimétrie, et que la prochaine projection, vous regardez une bobine, hein, avec vos techniciens, avec les techniciens qui ont travaillé sur le film, pour régler quelle copie vous allez projeter sur quel projecteur, etc. Donc 20 minutes, vous voyez 20 minutes de film dans la salle lumière. La fois suivante, vous la voyez avec 2000 personnes ou je sais pas 1000 personnes, avec quand même un peu tout le gratin, dans une salle canoise qui ne sont pas les plus faciles pour la clôture, qui est un exercice périlleux. Et avec les acteurs à côté de vous, tout le casting qui découvre en grande partie le film fini. Donc émotionnellement, il y a un siège qui se lève, quelqu'un qui tousse, un mot qui fuse, vous tanguez, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Après, pour le revoir, il faut du temps. Donc moi, j'ai revu des bouts quand j'ai reçu le Blu-ray pour regarder comment était l'étalonnage, etc. Mais je ne l'ai pas encore revu entièrement. Et il se trouve que souvent, un film, en fait, on peut bien le revoir, il faut quelques années. Moi, j'aime ces moments-là, c'est-à-dire que d'un coup, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est absurde, j'aurais pas dû couper cette scène. Mais en même temps, ça ne nous touche pas. Le film est fait, il existe, il vit comme ça. À partir de là, c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez une opinion sur le fait que le film n'a pas trouvé son public, peut-être selon les espérances qu'on pouvait avoir? Moi, j'ai jamais pensé que le film allait être un grand succès. Bon, je l'ai pas dit, mais Tu l'as pas dit au producteur au début. non. Au début, je pensais, et à partir du moment où on était à Cannes et que Coco avant Chanel est sorti, on a tous senti. Il y a des histoires dans le cinéma, il y a des règles de base. Et dans une des règles de base, dans les 4 numéros, ne jamais sortir en deuxième si on a un sujet qui peut paraître équivalent. Hélas, hélas effectivement pour le film, tu vois, tu te dis que c'est beaucoup de travail. Euh, les deux ont souffert, tu vois. Anne Fontaine a souffert parce que d'un coup notre film partait aussi, donc elle a aussi dû accélérer vraiment énormément la fabrication du sien. Nous, on a été pris donc en clôture à Cannes, ils l'ont sorti pouf devant, donc et ils ont gagné. Bon, en même temps, je ne dis pas que c'est que ça, hein, parce que les films c'est un film beaucoup plus ouvert, plus large public, celui d'Anne Fontaine, avec Audrey Tautou. Donc, ce n'est pas que la chronologie, mais ça joue quand même beaucoup. Moi, j'ai toujours pensé et dit et crié dans les interviews, ces deux films totalement différents, on peut voir les deux. C'est Coco avant Chanel, c'est Coco devenu Chanel plus Igor Stravinsky sur 6 semaines. C'est un autre film, une autre période de la vie. C'est l'histoire d'amour de Boy. Nous, on prend le deuil, on prend pas quelqu'un en deuil, quelqu'un qui a réussi or qu'elle cherchait à réussir avant. Donc, déjà, ne serait-ce que sur le personnage de Coco, c'est très différent. Et en plus, c'est pas une histoire sur Coco Chanel, mais c'est l'histoire de Coco et d'Igor. Mais bon, ça s'est révélé vrai. Il y a certains pays où le film est sorti avant celui de Anne Fontaine. On a fait plus d'entrées, par exemple. Là, vraiment, pour le coup, il a vraiment pas fait beaucoup d'entrées, le film, hein, 130 000 ou 135 000. C'est vraiment pas beaucoup. Moi, je pensais qu'il allait faire un peu le double, mais qui aurait été, voilà. Bah non. Donc on fait Glups. Après, dans l'histoire, il est sorti dans beaucoup de pays. Il n'a pas fait de très très gros succès, sauf aux États-Unis, où c'est peut-être le film français à part Océan, mais qui est un documentaire, qui a eu le plus de succès. Il a vraiment bien marché aux États-Unis. Donc ça, c'était agréable. Et voilà, maintenant, j'ai dit ça. Si le projet d'Anne Fontaine n'avait pas existé, je pense que notre film n'existerait pas. Donc ça, c'est toujours aussi une chose importante. Il n'existerait pas parce qu'en fait, quand, quand le projet a démarré, bien sûr, il fallait finir avant celui d'Anne Fontaine. Voilà. Donc on m'a demandé de partir très vite. Les producteurs sont partis alors que le budget n'était pas complètement bouclé. Si vous voulez, je vais vous résumer grosso modo la situation. C'est on met tout le monde dans le bateau, on lâche les amarres parce qu'il y a l'autre bateau qui est parti. D'abord, j'ai eu la curiosité. Le script venait de Claudie Ossard.
donc productrice très créative. Donc déjà, c'est une marque d'intérêt d'entrée de ne pas le lire, parce qu'il y a quand même une dimension très classique. Au départ, une histoire d'amour 1920 avec Coco Chanel, c'est pas forcément l'univers dans lequel j'ai envie d'aller. Et je me méfierais de quelque chose d'un peu trop glamour, voilà. Trop glacé. Oui, voilà, de quelque chose qui est pas dans mes cordes. Ou j'ai pas dans mes cordes, pas envie de faire. Donc, comme ça vient de Claudie, j'ai une sécurité à la lecture de pouvoir l'imaginer dans un espace créatif. Ça, c'est important. Donc, qui vous donne le script, c'est important. Ensuite, dans les choses qui reviennent vers moi, c'est la présence de Mads Mikkelsen comme acteur attaché au projet, ce qu'elle me dit au téléphone. Alors ça me plaît beaucoup parce que c'est un acteur que j'admire. Donc, je commence à lire avec déjà des bonnes vibes. Puis là, je lis Le Sacre du Printemps. Donc, je connais cette musique. Cette musique, c'est très rare de pouvoir se la payer, d'avoir elle est dans aucun film jusqu'à présent, quasiment, parce que c'est une des musiques les plus chères du monde à l'achat. Déjà, on lit le début du script, on voit ce Sacre du Printemps, il y a quelque chose déjà d'assez excitant. Et puis, vous rentrez dans le script. Et d'un coup, vous voyez quel est le projet du film. Je pense que chaque fois, ce qui résonne, c'est la potentialité de faire l'unique chose, un film atypique.